va, ouais. Allez, soyez bons. Hein. Oui, donc les 20 ans du Bélial, c'est le sujet, hein, c'est ça la conférence. Donc, sans modérateur, c'est vrai que c'est spécial. En fait, j'explique un peu. Bon, je suis rentré dans l'équipe du Bélial par petite touche, mais ça fait quand même moins de 10 ans que je suis. Donc, je peux te poser des questions sur les débuts de la maison. J'étais pas là, donc. L'idée de départ, c'était quoi? Faire une revue, publier des auteurs, pourquoi? Oui, nous, pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi vous êtes lancé? On a commencé bizarrement donc avec une revue. La première chose qu'on avait faite aux éditions du Bélial, c'est la revue Bifrost, qui est le premier bouquin qu'on ait publié, donc en avril 1996. Pourquoi une revue? Parce qu'une revue, il n'y en avait pas. Enfin, nous, on pensait qu'il n'y en avait pas. On était déjà mal informés dès le début. Mais oui, il y avait... alors, il y a 10 ans qu'on en parlait qu'il allait y avoir une nouvelle revue. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout quelqu'un issu du milieu de la SF, ce qu'on appelle le fandom, voilà. Donc en fait, j'ai découvert en faisant la revue, en avançant dans mon projet éditorial, qu'il existait un milieu de fans avec des conventions, des choses comme ça. Donc ça, moi, je ne savais pas ça du tout au moment où j'ai décidé de créer la revue. Ce qui explique le fait que je n'étais pas au courant du projet de création d'une autre revue, qui s'appelle Galaxy, qui est née en même temps que Bifrost, en fait. Donc moi, j'étais un petit peu dans mon coin. Moi, je travaillais en librairie, j'étais libraire. Je publiais des nouvelles en tant qu'auteur débutant dans des fanzines. Donc tu connaissais quand même un peu le fandom? Un tout petit peu de loin en loin. En fait, moi, il y a un magazine qui s'appelait Nouvelle Donne à l'époque, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui paraissait en kiosque. Et j'ai acheté ce truc-là parce que moi, j'écrivais des nouvelles. Et j'ai vu un tout petit entrefilet dans ce magazine, qui était une pub pour une revue, enfin quelque chose qui était présenté comme une revue qui s'appelait La Geste, et qui cherchait des textes de science-fiction. Donc moi, j'ai sauté là-dessus. J'ai envoyé une nouvelle, deux nouvelles. Un de mes textes a été pris. Et j'ai reçu la revue en question avec mon texte publié dedans. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce qu'était un fanzine. J'en avais jamais vu de ma vie. Donc moi, je m'attendais à avoir une revue, papier glacé, tout ça, enfin voilà quoi. Et j'ai découvert un produit qui, éditorialement, était de qualité, c'est pas le souci. Mais d'un point de vue factuel, voilà, c'était des photocopies, agrafées, enfin, c'était un fanzine quoi. Et là, je me suis dit, mais j'ai inventé l'eau chaude, quoi. Je me suis dit, merde, c'est vrai qu'il n'y a plus fiction, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a la GES, il y a peut-être d'autres trucs comme ça, mais il n'y a pas un vrai support avec une vraie diffusion qui paye un tant soit peu les auteurs qui sont publiés dans ces pages, qui propose une vraie maquette, qui propose un petit peu de couleur, enfin voilà, une revue, quoi. Il n'y a plus ça. J'ai pris conscience de ça au moment où moi j'ai été publié en fanzine. Moi, ça faisait longtemps que je nourrissais le projet de créer une structure éditoriale. Et cette prise de conscience m'a fait dire, voilà, je me lance et je commence donc par une revue de SF, puisqu'il n'y a pas de revue de SF. Donc moi, je fais Bifrost dans mon coin avec mes copains de l'époque, donc il y a plus de 20 ans, parce que il y a quand même une année et demie de gestation de la revue. Moi, en ayant publié dans la GES, dans quelques autres fanzines, je commence à nouer de manière un peu épistolaire des contacts avec d'autres auteurs, etc. Donc j'arrive à avoir quelques textes pour nourrir le sommaire du premier numéro. Et je publie le numéro 1 de Bifrost. Voilà. Et là-dessus, entre-temps, j'ai vent de l'existence d'une convention nationale de science-fiction qui avait lieu à Nancy. Et j'arrive avec mon Bifrost sous le bras. Ma petite auto, et là je découvre qu'il y a le lancement en grande pompe d'une revue qui s'appelle donc Galaxy, et qui elle en revanche était vraiment l'émanation, la quintessence du fandom, qui était portée par des acteurs majeurs, importants du milieu depuis des années. Et moi j'arrive un petit peu par hasard, comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Enfin, j'arrive avec ma revue au moment où le milieu crée sa revue, quoi. Donc évidemment, ça a été un peu compliqué au début, quoi. Ouais, pour dire le moins quand même. Hein. Donc il y a eu... Enfin moi j'ai cristallisé avec Bifrost une espèce
il y a plein de jeunes du milieu qui m'ont rejoint tout de suite. Donc je pense effectivement à notre ami Grippé, là, à Gilles Dumay, mais d'autres. Il y a eu, on a parlé de scission, mais enfin il y a quand même eu... Je pense que c'était en fait une question de, peut-être pas de génération, parce qu'on n'avait pas 30 ans de plus que toi, mais de promotion, parce que ce que tu dis, la geste, il y a tout un tas de gens qui ont débuté dans la geste et qui maintenant jouent un rôle important dans l'édition, etc. Je crois qu'il y avait Pascal Godbillon. Complètement. Voilà. La geste, moi j'ai des sommaires de la geste où je suis en tant qu'auteur, et sur ces sommaires-là, il y a Thierry Dirolo, il y a Johan Elliott, qui s'appelait pas encore Johan Elliott, il y a Thomas Day, qui s'appelait pas non plus Thomas Day d'ailleurs, enfin voilà, et donc il y avait déjà cette génération d'auteurs, ou bientôt d'éditeurs, qui est ma génération, enfin la génération des quarantenaires, pour dire les choses simplement, quoi. Donc, et donc voilà, moi à l'époque j'avais 23 ans, et effectivement vous étiez un petit peu plus âgé. Tout à fait, on l'est toujours d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, finalement. Donc c'est sûr que moi j'avais pas du tout conscience, en arrivant avec Bifrost, de ficher un petit peu le bazar dans tout ça, quoi. Et pour dire les choses, si clairement, si j'avais eu vent au moment où je nourrissais le projet de Bifrost de la gestation de Galaxy, j'aurais pas fait Bifrost. Parce que Bifrost, ça correspondait à un manque dans mon esprit. Et je me disais, enfin, si j'avais eu vent de Galaxy, je me serais dit, bah voilà, ce manque, il n'a plus lieu d'être. Il y a une revue qui s'appelle Galaxy. Donc en fait, Bifrost est né sur un malentendu, enfin sur une méconnaissance, quoi. Donc voilà, donc nous on a commencé avec Bifrost, on a cristallisé une espèce de génération, enfin voilà. Et puis après, bon, on a commencé, voilà, moi je me suis associé avec Gilles, parce que, enfin, en fait, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, nous on avait vraiment pas du tout d'argent, vraiment pas. Donc faire une revue c'était super, mais ça nous arrangeait aussi parce que juridiquement on pouvait faire une SARL, enfin un peu technique je vais vous dire, mais en 2 secondes quoi. En France à l'époque on pouvait créer une maison d'édition ne publiant que des produits sériels, donc une revue par exemple, avec un capital tout petit, donc de 300 €, ça s'appelait une SARL de presse. On n'avait pas besoin des sacro-saints, pardon, non c'était 2000 francs. Et donc c'était pas les sacro-saints 50 000 francs capital de départ, donc les 8 000 € d'aujourd'hui. Parce que ces 8 000 € là, nous on les avait pas. Donc en plus, donc du coup ça, voilà, on voulait faire une revue, il se trouve que ça coûtait peu cher. Donc par contre on était coincé parce qu'avec ce statut là, on ne pouvait pas publier de livres, on ne pouvait publier qu'une revue. Donc ça a été vite emmerdant parce que nous quand même notre idée c'était aussi de publier des bouquins, quoi. Donc lui, dans le même temps, Gilles, qui n'est pas là encore une fois, il a lancé sa maison à peu près en même temps que la mienne, qui s'appelait Orion Édition et Communication. Et c'était déjà prétentieux en fait. Heureusement qu'il n'est pas là. Et ouais, il a bien fait de pas dire Tu vas voir le film. Il a lancé après, un an après. Et oui, c'est ça, ouais. On prend au montage. Ouais, absolument. Ouais, exactement. Et lui, en revanche, il avait le capital idoine qui lui permettait de faire des livres. Moi, parallèlement à ça, toi, 1 an après, moi, pendant cette année-là, ce que j'ai fait avec Bifrost, c'est que je me suis échiné non seulement à publier la revue, à trouver des subsides pour pouvoir publier. Il faut savoir que pendant 4 ans, à chaque fois qu'on a fait un numéro de Bifrost, on n'avait pas l'argent pour faire le suivant. Ça a duré 4 ans, ça. Et sur la première année, moi, je venais de l'édition. J'ai travaillé chez Albin Michel, après j'ai été libraire, donc j'avais une connaissance du milieu. Et je savais que le point crucial, vraiment crucial, et ça c'est ce qui nous a différenciés aussi très vite de Galaxy et de l'émanation, enfin des choses qui émanaient du fandom à l'époque, c'est que j'avais conscience de la nécessité absolue d'une diffusion et d'une distribution en librairie, parce qu'il fallait qu'on soit vu, il fallait qu'on nous trouve, et on avait besoin de travailler avec les libraires pour ça. Donc moi j'ai pris Bifrost, comme j'avais fait à la Convention nationale de SF, j'ai pris Bifrost sous le bras et j'ai été voir tous les diffuseurs de la Terre. Donc les diffuseurs en France, hein, en libre, c'est vite fait, hein. Il y en a 7 ou 8. Donc ça a été très compliqué, mais je ne sais pas comment j'ai fait, je devais être vachement convaincant, parce que personne ne nous connaissait, on n'avait pas un radis, et on n'avait qu'une revue, quoi. Donc une revue, c'est en librairie, c'est un non-sens, hein. Les éditeurs, quand vous leur dites « moi je publie une revue », ils rigolent, hein, vraiment. Hein. Et on a quand même trouvé quelqu'un
pour nous diffuser. Alors c'était un distributeur, un diffuseur un peu foireux. Il a très vite déposé son bilan, évidemment, parce qu'il nous a coûté beaucoup d'argent. Mais néanmoins, on s'est vite retrouvé en librairie quand même. Ce qui, malgré tout, nous a quand même sauvé la vie. Et du coup, ça, quand Gilles a créé sa maison, Gilles Dumais, lui, il n'avait pas de diffuseur. Parce que trouver un diffuseur, c'était vraiment une tannée. Et lui, il avait un capital qui lui permettait de faire des livres, et nous, on avait un diffuseur. Voilà. Donc, on s'est mariés, on a eu beaucoup de bébés, et lui, alors après, il est parti chez De Noël, etc. Donc moi, j'ai récupéré une partie du fonds, etc. J'ai tout intégré en une seule et même structure, qui est devenue le Bélial qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà. Mais initialement, ça s'est fait comme ça. Et les premières années du Bélial, donc ça se résume à ça. Donc une revue, au bout de 3 ans des livres, enfin 2 ans et demi des livres. Au bout de 2 ans, premier dépôt de bilan d'un distributeur qui s'appelle Distic. Donc on s'assoit sur des dizaines de milliers de francs. On est coincé par un contrat léonin parce qu'il y a un plan de reprise, donc on ne peut pas changer de distributeur. C'est un peu technique ce que je vous dis, mais c'est vraiment l'édition, c'est ça. C'est pas que des enthousiastes sur des bouquins, du brief d'illustrateurs formidables, etc. C'est aussi les mains dans le cambouis et un sacré paquet de merde, vraiment. Donc on se retrouve coincé chez Distic avec un plan de reprise, donc on ne peut pas aller ailleurs. Et eux, ils ont plus l'outil pour nous diffuser, quoi. Mais on peut pas aller ailleurs, donc on ne peut pas publier de bouquins, quoi. Donc là, on se met à faire de la pub, parce que c'est un peu notre formation aussi. Donc on bosse pour Carrefour, pour machin, on fait de la créa de communication, quoi, en attendant de pouvoir faire des bouquins juste pour pouvoir compter, quoi. Donc là-dessus, il y a un plan de reprise in fine de Distic. Donc on est de nouveau diffusé, donc de nouveau on peut publier des livres, etc. Et au bout d'1 an et demi après ce plan de reprise, Distic se pète la gueule again, à nouveau. Et donc là nous on s'assoit sur 18 000 €, je m'en souviens encore. Des euros. Des euros, ouais. Pourquoi il se pète la gueule comme ça à chaque fois? Ça, je sais pas, ils diffusaient des livres qui se vendaient pas. Enfin, moi j'étais pas dans la compte artistique, hein, mais incidemment à l'époque ils diffusaient et distribuaient La Talente, Nemo, enfin j'étais pas le seul dans la même merde. Et je me souviens d'assemblée générale avec des mecs qui hurlaient et tout. Enfin moi je découvrais l'édition, j'étais complètement effaré, quoi. Enfin bon bref. Donc nos bouquins coincés, Pour ça, volés, ouais, cheveux. On retrouve une partie de nos stocks soldés chez Maxi Libre, tout ça, de manière complètement illégale. Donc moi je prends un camion avec des copains un peu musclés, on va dans le stock de Distic, on pique des ordinateurs, on récupère des bouquins, enfin bon, un truc invraisemblable. Non mais vraiment, c'est Far West. Il y a prescription maintenant, ça va? Il y a prescription, tous ces gens-là, ouais, enfin bref. Mais, et donc, in fine, il y a un dépôt de bilan de Distic, enfin, alors je suis navré pour les salariés qui ont été mis sur la touche, mais nous, ça nous a libérés. Et on a pu changer de distributeur, et on est arrivé aux belles lettres. Donc les belles lettres, c'était bonheur parce qu'il y avait une vraie diff, avec des gens qui comprenaient ce qu'on faisait, etc. Mais là-dessus, au bout d'1 an, aux belles lettres, incendie du stock belles lettres, 2,5 millions de livres brûlés, quoi, dont 80 000 bouquins à nous, quoi. Et comme on n'avait toujours pas un radis et qu'on est les rois des débiles, on n'était pas assurés. Donc on perd tout, quoi. Je me souviens encore du coup de fil de mon diffuseur, me disant t'es assis, j'ai une nouvelle épouvantable, qu'est-ce qui se passe, tout a cramé. J'ai dit quoi, tous les bouquins. Putain, c'est déconné, et tous les bouquins, quoi. Donc voilà. Mais Donc, eux, ils étaient assurés. Ouais, mais pour eux. Mais Et pas de chance parce qu'il y avait 2 bouquins de Gilles Dumais, Thomas Day. Ouais. L'école des assassins et puis Starway, lui, quoi, en fait. Voilà. Mais alors on a été aidé par le Centre national du livre, quand même, pour réimprimer des choses, etc. quoi. Mais tout ça pour vous dire que c'est les 5-6 premières années de la maison d'édition. Et donc là, pour vous donner une idée, moi ça fait, donc là je bosse, je suis pas du tout en train, je suis ravi de ce que je fais, attention, que les choses soient bien claires, hein. On s'est éclaté, on se marrait comme des baleines, c'était vraiment top, mais c'était aussi la misère, parce que moi au bout de 6 ans, j'ai toujours pas pris 1 euro moi, quoi. Moi en même temps, je continue à être libraire le matin, enfin voilà, je fais des boulots à côté, tout ça, quoi. Donc je ne vis pas de mon travail d'éditeur, quoi. Et là-dessus, bon, les belles lettres se remontent, papa couffin, et enfin, au bout de 6-7 ans, on atteint une certaine stabilité, on
peut publier des livres de manière à peu près sereinement. Et on est sur le chemin qui va nous amener aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est les débuts de la maison. Et alors, parmi les principaux collaborateurs de Bifrons et du Bélial qui ne sont pas ici, il y a Pierre-Paul Durastanti qui est venu très très vite s'agréger à l'équipe. Oui, mais en fait, moi je me suis aperçu que le fait de créer la revue et créer un espace comme le Bélial, qui était quand même dès le début un espèce d'espace de liberté, avec une vraie ouverture d'esprit, où on discutait beaucoup les uns les autres, etc. Ça aussi, je pense que ça répondait à une espèce d'attente. Et assez vite, on a agrégé des compétences et des gens vraiment géniaux, quoi, qui nous ont apporté énormément. Et notamment, vite, Pierre-Paul, très vite, ouais, je pense qu'au bout de la 2e ou 3e année, il nous a rejoints un peu comme toi, par petites touches, toi, puis de plus en plus. Et voilà, ce que Bélial, c'est le Toulouse, hein, donc on met un doigt, après on n'en sort plus jamais, quoi. Et du coup, il nous a amené une compétence qu'on avait peu, qui était la compétence anglo-saxonne, quoi. C'est la compétence de la connaissance de l'actualité du milieu en Angleterre et surtout aux États-Unis, qui est quelque chose qu'on maîtrisait mais pas très bien. Et oui, il a eu très vite une importance énorme en tant que traducteur, en tant qu'apporteur d'ouvrage. Moi j'ai une manière de travailler, moi j'incarne la structure parce que je l'ai créée, mais moi je pense que si j'ai un vrai talent, c'est celui de savoir m'entourer, parce que je pense que c'est le seul truc. C'est le chef d'orchestre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que disait un peu Pierre-Paul à Nantes, on est un petit peu comme un groupe de rock, oui. Et donc c'est vrai que moi je suis un peu peut-être le lead guitare, enfin voilà, mais il y a plein de gens tout autour, et moi là je parle tout le temps parce que je suis là pour ça, mais donc du coup on ne dira pas, mais j'ai une grosse capacité d'écoute, j'écoute tout ce qu'on me dit, et surtout je pense que j'arrive à, ouais vraiment, enfin moi j'ai pas d'ego donc je m'en fiche, et du coup quand j'ai confiance dans les gens et qu'ils me disent voilà il faut faire ça, c'est génial, moi je dis pas ok on va le faire, je dis fais-le, voilà. Donc et c'est comme ça que ça marche, quoi. Et donc fais-le, c'est toi qui fais le livre, donc nous on va l'éditer avec toi, on va le maqueter, on va le diffuser, on va le commercialiser, mais tu seras le directeur d'ouvrage, c'est ton, voilà, ça sera toi l'éditeur, etc. Alors je fais ça avec peu de gens, mais il y a quand même 4-5 personnes, il y en a là aussi, il y a toi, il y a Pierre-Paul, voilà, il y a ces gens-là qui sont vraiment le noyau dur, et qui sont des gens vis-à-vis desquels moi j'ai toute confiance, j'écoute énormément. On discute beaucoup, hein, enfin ça palabre pas mal, c'est difficile de me joindre parce que je suis tout le temps au téléphone. Parce que nous on est loin en plus, enfin nous on est en province, on est au sud de Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, donc on n'est pas à Paris, quoi. Donc, et on est tous un peu éclatés, Jean-Daniel est dans le sud, enfin voilà, donc on se parle beaucoup au téléphone ou par mail. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, énormément d'échanges, et c'est quand même très collégial. Après c'est juste, voilà, il y a un moment, il faut que quelqu'un dise bon on fait ça, pour telle et telle raison, il se trouve que voilà c'est moi parce qu'il faut que ça soit quelqu'un, voilà. Donc ça se passe comme ça. Revenir sur un petit détail, sur un point très précis, parce que tu avais évoqué en 2003 quand Jacques Chambon est décédé, je pense qu'il tu disais qu'il vous avait beaucoup aidé, par son soutien, par ses conseils, tout ça. Et tu as eu des gens comme ça qui sont des aînés, qui sont venus aider un peu l'entreprise? Oui, beaucoup, ouais. Enfin, oui, parce que moi je suis un passionné d'édition, depuis que je suis tout petit, c'est ça que je veux faire. Moi, depuis que j'ai 10 ans, je veux travailler dans l'édition, c'est une espèce de certitude absolue. Alors que je ne suis pas issu d'un milieu qui est nécessairement... je ne suis pas du tout un enfant de la balle, hein, pas du tout, quoi. Mais je ne sais pas trop d'où ça me vient, mais c'est une espèce de certitude absolue, quoi. Et moi je me suis toujours cherché, il y a des gens que j'admire, voilà, j'ai des admirations profondes pour plein de gens. Et il y a eu Guy Scholler, le fondateur de la collection bouquins, qui m'a beaucoup appris aussi à mes tout débuts. Et
Et voilà, j'ai eu des espèces de parrains comme ça au fil de ma carrière, et des rencontres très très fortes, évidemment avec des auteurs, parce que tout ce qu'on fait c'est quand même des trucs de passion, donc moi-même aujourd'hui, à 40 ans passés, quand je publie un bouquin de Silverberg, je suis comme un gamin, quoi, vraiment, enfin voilà, parce que c'est Silverberg. Donc ça c'est des rêves de gosse, et puis il y a des vraies rencontres humaines, et Jacques, ça fait partie de ces rencontres-là. Donc Jacques Chambon, moi quand j'ai rencontré, il dirigeait, il faisait ce que fait Gilles aujourd'hui chez De Noël, il dirigeait la science-fiction chez De Noël, sauf qu'à l'époque il y avait Présence du futur, qui n'existe plus évidemment maintenant, quoi, donc il avait aussi une collection poche. Et je sais pas trop pourquoi il m'a pris sous son aile, quoi. Enfin, il s'est vachement occupé de moi, je sais pas pourquoi, enfin un jour on a dîné ensemble comme ça, et je sais pas, il avait trouvé sympa, j'en sais rien, enfin on s'est rencontrés, quoi, et il m'a présenté plein de gens, il m'a montré comment on faisait travailler un traducteur, comment on bossait sur les textes, les relations avec les agents, il m'a donné 2-3 tuyaux, parce que nous on bosse beaucoup avec des agents d'auteurs évidemment, parce qu'on fait pas mal de traductions, quoi. On avait une passion commune pour le rugby, donc ça nous a vachement réunis, enfin voilà, les matchs, tout ça ensemble. Enfin, ça a été une rencontre importante pour moi, quoi. Et c'est vrai que son décès soudain, ouais, ça a été un choc, ouais, vraiment. Donc voilà, et ouais, Jacques, ça a été quelque chose, ouais. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bon, tu arrives comme un chien dans une ligne, tu t'aperçois qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir, bosser avec toi, qui ont à peu près ton âge, qui sont un peu plus jeunes, et en même temps, parmi la génération antérieure, il y a quand même des gens, c'est pas l'ostracisme total. Quoi. Ah non, du tout. Depuis, on n'était pas dans une politique de jeunisme. Enfin, là, j'en parle comme ça aujourd'hui parce que je l'analyse avec le recul pour ce qui s'est passé, sur ce qu'a cristallisé Bifrost. Mais absolument pas. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu Gérard Arquelin, non, mais j'avais la trouille, quoi. Genre vraiment, enfin, j'étais impressionné, quoi. Il y a de quoi, hein. Et oui, il y a de quoi. On dire vraiment encore maintenant, quoi. Mais non, mais de toute façon, voilà, c'est un truc de fan, Bifrost aussi. Donc, moi, je suis un fan dans l'âme, comme n'importe quel lecteur. C'est pour ça que je pense que je suis toujours là, parce que ça m'éclate, mais au sens premier du terme, quoi. Donc, et je pense que ça se sent dans ce qu'on véhicule à travers la revue aussi, par exemple. La revue, c'est un mode d'expression. Alors, parfois, c'est un peu clivant, parce que comme on est à fond, parfois, on est un peu exigeant, et puis parfois, on peut se tromper dans notre exigence aussi, parce que c'est aussi le prix de la passion. Alors maintenant, on a pris un peu de bouteille aussi, hein, mais quand on faisait les razzies, enfin, je sais pas si certains voient ce que c'est, mais voilà, enfin, je pense qu'on a fait des conneries aussi là-dedans, mais aussi des trucs bien, enfin voilà, et donc il y a eu des personnes, enfin moi j'ai eu plein de parrains, plein de papas dans l'édition, plein de papas chez les auteurs. Ouais, vraiment, c'est important. Alors pour revenir au déroulé historique, donc on est à peu près en l'an 2000, Oui. Ça repart sur des bases solides, Oui. et là c'est un peu une expansion. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on était de manière intuitive un peu dans l'air du temps, parce que nous on arrive en 96, après l'espèce de grand creux de la fin des années 90 et début 90. C'est le hasard, hein, enfin voilà, et nous on est à peu près structurés à la fin des années 90, début 2000, où là ça repart finalement, donc on joue de chance, enfin on a du pot, et donc là effectivement encore une fois, voilà, on se structure davantage, on publie un petit peu plus de bouquins. Alors moi il y a un truc, là les dernières années me donnent tort, mais j'ai toujours veillé à... Bifrost c'est un énorme boulot, quoi, hein, c'est beaucoup de travail une revue. En termes de temps, publier un roman ou un recueil, c'est... un Bifrost, c'est 5 romans, quoi, en investissement temps, quoi, à peu près, quoi. Et on en fait quand même 4 par an, quoi, donc c'est... Et nous, on gère tout en interne, hein, c'est-à-dire les abonnés et tout, enfin, les mises sous pli, c'est nous qui les faisons, enfin voilà, aujourd'hui encore. Hein. Quand on fait Gotland, là, qui est un espèce de grand machin, un gros livre illustré, c'est pareil, c'est nous qui envoyons les machins, c'est n'importe quoi, hein, quand même. On a vu les photos sur le net. Et oui, voilà. Et donc ouais, on se structure. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai essayé de veiller à pas publier trop de livres. Enfin, c'est-à-dire que moi je veux que chaque livre qui sorte au Bélial corresponde à un enthousiasme profond, car mon enthousiasme profond,
Et ça, ça c'est pas... Enfin, moi j'ai... Enfin, je pourrais publier 30 bouquins qui m'éclatent, enfin, largement, mais mécaniquement c'est pas possible, donc on se réfrène en permanence. Là, sur les dernières années, comme on est face à un peu une espèce de crise de croissance quand même, quoi. Enfin, parce que Bifrost, enfin, le Bélial, bizarrement, c'est une maison d'édition qui va très bien. Enfin, nous, on est très contents de ce qui se passe en librairie sur les 2-3 dernières années. Ça va de mieux en mieux, ça va même vraiment bien, quoi, vraiment. Enfin, à notre échelle, j'entends, ça reste minuscule, hein. Mais donc là, enfin, je fais attention à ce que nous pousse pas des ailes, quoi. Enfin, voilà, on garde les pieds sur terre, on fait attention. On a lancé une collection qui s'appelle 1 heure lumière, qui nous prend quand même du temps. C'est des textes un petit peu courts, des courts romans. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur notre stand. Et donc, ça rajoute des titres par an. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on veut rester une petite structure, travailler avec... Enfin, le seul luxe que j'ai, moi, et c'est le luxe auquel je tiens le plus, c'est de travailler que avec les gens avec lesquels j'ai envie de travailler. Et ce prix-là, ça veut dire pas beaucoup de livres, ça veut dire rester petit, ça veut dire rester sur un mode passionnel, en fait, tout simplement, quoi. Donc moi, je veux continuer à pouvoir choisir. Et moi, dès que j'ai travaillé, enfin, j'ai commencé à travailler chez Albin Michel, j'ai travaillé en librairie, etc., j'ai appris mon métier, parce que moi je suis autodidacte, hein, j'ai pas fait d'études du tout, mais ça c'était un choix, hein, parce que je voulais monter ma maison très vite. C'est pour ça que je suis pas trop vieux malgré tout et qu'on fête les 20 ans cette année quand même, quoi, donc j'ai commencé tôt, vraiment. J'ai su une chose aussi tout de suite, c'est que je voulais être indépendant, je voulais pas de patron. Voilà, donc ça c'était un choix aussi initial, parce que c'est ce que je viens de dire, c'est le prix est lourd. Parce que c'est pas beaucoup d'argent, c'est des renoncements sur certains enthousiasmes parce qu'on peut pas se les offrir, c'est parce qu'on passe notre temps à peser le pour et le contre, c'est un peu avoir la trouille aussi tout le temps, mais en même temps on fait ce qu'on veut, tout le temps. Moi je ne fais que ce que je veux, en permanence. Voilà, et ça c'est pas mal. Et si on revient un peu à la structure du Bélial telle qu'elle est aujourd'hui, je veux dire, ce qui apparaît au lecteur qui va jeter un coup d'œil sur le stand, donc il y a la revue, Oui. et les livres maintenant, il y a une certaine répartition, il y a des collections, chaque collection qui a son propre projet sous-jacent, sa propre image, etc. Ouais. Et en fait, c'est un mélange très heureux, puisqu'on voit aussi bien des nouveautés, des valeurs sûres, et du patrimoine. Oui, ça c'est une ambition qu'on a portée dès le début, maintenant qui se cristallise un peu plus en termes de collection. Ça c'est une orientation qu'on a fait cette année, sur nos 20 ans en fait, parce que c'est vrai qu'on arrive avec maintenant un portefeuille de textes assez important, et on a eu besoin, nous, d'identification. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire, on travaille à la fois ce que j'appellerais l'écume de la science-fiction, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment on the edge, les choses extrêmement modernes, extrêmement contemporaines. Donc les auteurs d'aujourd'hui, les auteurs de demain, voilà. Et on travaille aussi le patrimoine parce que c'est ça qu'on aime et parce que la science-fiction, de manière constitutive, elle est comme ça. C'est une littérature de strates. Chaque auteur prend à d'autres auteurs, etc. Donc c'est très important pour nous aussi de travailler les anciens, les classiques. Les rendre d'histoire à nouveau, souvent dans de meilleures conditions qu'ils n'étaient, c'est-à-dire avec des traits de revue, voire inédites, un appareillage critique, ça c'est très important aussi, l'appareillage critique. Donc une espèce de valeur aussi éducative. Une parenthèse, là aussi je vois l'influence de Jacques Chandon, parce qu'il a oui, été le premier à systématiser cette démarche. Totalement. Avec l'intégrale des nouvelles de Dick, et puis après il y a... Exactement. Et c'est ce qui... Enfin, oui, on en parlait ouvertement, enfin voilà, il disait qu'il faut faire ça, et il avait raison, quoi. Et donc du coup, ce double aspect auteur extrêmement moderne, extrêmement contemporain, et auteur classique, auteur étranger, auteur traduit, donc il faut trouver un équilibre dans tout ça à chaque fois, tous les ans, sur le programme de parution. On s'est dit qu'il était temps sur certains trucs de l'identifier à travers certaines collections. Alors pas tout le temps, mais là on a lancé effectivement par exemple une collection Pulps qui est dédiée à l'âge d'or,
Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, publier Edmond Hamilton à côté de Greg Egan dans un habillage identique, c'était peut-être un peu osé, qu'effectivement, c'était pas totalement inutile de différencier ça un petit peu, quoi. Il y avait aussi une demande de la diffusion, hein, clairement, parce que nous on est diffusé par Gallimard, donc avec des gens un petit peu pointus qui nous cassent pas mal les pieds aussi. Mais donc voilà, on a créé cette collection Pulse, qui aussi nous libère, parce que comme elle est identifiée, il y a des choses qu'on s'interdisait un petit peu. Là, l'année prochaine, on va publier Captain Future d'Edmond Hamilton. Donc voilà, là on est loin de Kenyu, etc. Quoi, hein. Mais moi, c'est des trucs que j'adore. En plus, moi, j'ai envie de cette SF du temps où tout était possible, de l'émerveillement, ouais, où c'est une SF positive, quoi, un petit peu. Enfin, voilà, une SF juste de divertissement au sens noble du terme, quoi. Et donc, cette collection, elle nous ouvre des horizons là-dessus. C'est vrai qu'à côté de ça, nous, on a créé un format un peu spécial, donc Une heure lumière, dont je vous en parlais un petit peu précédemment, sur des novellas, donc des textes plus courts, qui sont plus longs que des nouvelles, mais plus courts que des romans. Enfin, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est, quoi. Qui a un format très très important dans le monde anglophone, mais qui n'avait pas ou peu d'espace éditorial en France. Alors nous, ça nous arrive, parce qu'on fait beaucoup de recueils, parce que là, c'est aussi une des choses signifiantes au Bélial, c'est l'importance de la nouvelle, du texte court. Que ce soit dans la revue, mais aussi à travers des recueils, ou des anthologies, surtout des recueils. Et moi j'avais une vraie frustration, et j'en parlais de longue date avec Dominique par exemple, quant aux novellas. Parce que quand on publie une novella dans Bifrost, elle obère tout le sommaire, enfin elle occupe toute la place. C'est arrivé avec le numéro sur Shepard. Oui, voilà, c'est un seul texte, celui de Lucius Shepard. Exactement. Alors, si le lecteur il aime pas le texte, c'est un peu dommage parce que ça lui bouffe tout le sommaire de la revue, c'est quand même embêtant. Et en même temps, nous en lisant les textes qu'on lit régulièrement, il y avait énormément de textes de ce format-là qui m'intéressaient au premier plan, quoi. Et je me disais, mais il y a un vivier colossal en jachère auquel le public francophone n'a pas accès. Il faut qu'on travaille là-dessus, quoi. Et Une heure lumière, c'est ça. Enfin, voilà, c'est une collection dédiée à ce type de format. Donc on a lancé en janvier avec 4 titres, on en a ressorti 2 au mois d'août dernier. Et c'est un vieux projet, hein. On tourne autour depuis, Dom, on en parlait depuis très longtemps. J'en ai parlé avec Lehmann qui a inventé le titre. Une heure lumière, c'est une idée de Serge Lehmann, un soir très tard. Mais je m'en suis souvenu le lendemain, donc ça devait être pas mal. Et donc on a lancé ça cette année, et il se trouve que ça marche vraiment très bien, quoi. Donc on est ravis. Donc voilà, on essaye de structurer un petit peu le catalogue en termes de collection. Maintenant, on n'en fait pas non plus l'étape de la loi. Il reste plein de choses qui sortent hors collecte. Voilà. Voilà. Et puis là, donc cette année, on a lancé 3 espaces éditoriaux différents, donc Pulse, Une heure lumière et la collection Wotan, donc là qui est une collection un petit peu de projets particuliers. Ça, je voulais y venir parce que c'est, je veux dire, dans le catalogue du Bélial, c'est de l'Inné qui s'est. Ah oui, pour le coup, ouais, ça c'est Je sais que c'est un projet, on en avait parlé déjà il y a 1 ou 2 ans, ou plus longtemps, c'est de la part de Nicolas, c'est un projet de longue haleine, quoi. Oui. Vous voulez faire une bande dessinée, je crois, au début, ouais. C'est publié au Bélial. Tout à fait, ça s'appelle Dario. On fera aussi. On fera aussi, voilà. Oui. Ça, c'est un scoop. Mais oui, on va publier de la BD aussi, mais pas tout de suite, mais c'est en projet. Et donc ouais, on avait envie de faire du beau livre aussi, faire du livre univers, faire de l'illustré. Et moi comme je le disais tout à l'heure, moi je suis passionné d'édition, je suis passionné des auteurs, je suis passionné des livres, mais je suis aussi passionné de la manière dont on fait les livres et dont on peut les faire. Et donc c'est vrai que moi ne pas travailler la quadrille, c'était une vraie frustration sur certains projets. Rajouter des 5e couleurs, faire des pages dépliantes, des livres reliés, des tranches-fils, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Et on n'avait pas d'espace pour ça, on n'avait pas l'argent aussi, hein, faut dire ce qu'il y a, quoi. Donc là maintenant on a un tout petit peu plus de latitude, on a fait un financement participatif qui plus est pour le lancement de ce bouquin-là, qui s'est quand même très bien passé, puisqu'on a levé 45 000 €, donc c'est complètement inespéré, quoi. On pensait tous barrer à Hollywood. Mais
Mais donc voilà, cette collection-là, Wotan, on la conçoit comme un espèce d'atelier, parce qu'on n'a pas fait que le livre, hein, on fait des sculptures aussi, enfin on fait plein de trucs dérivés autour, des presse-papier, des trucs, enfin voilà, moi je suis entouré de créateurs, de gens qui ont plein d'idées, qui ont plein d'envies, des trucs qui m'exaltent vachement. Donc je parle un peu comme un illuminé là, mais c'est un peu de ça quand même, quoi. Et du coup on s'est dit voilà, faut qu'on fasse notre atelier à nous, un espèce d'endroit où on va forger des trucs qu'on ne trouvera pas ailleurs parce qu'ils sont sans équivalent, quoi. Et donc ça s'appelle Wotan. Et effectivement Gotland et tout l'univers qui est autour, c'est la première incarnation de ce projet Wotan, quoi. Il y en aura d'autres, vraiment, quoi. On travaille déjà sur d'autres choses. Par contre on va vraiment, encore une fois, au Bélial, moi j'aime prendre le temps, on n'est pas pressé, il ne faut pas que ça devienne une tannée, donc tout ça, ça correspond à des aspirations profondes, des vraies envies. Donc je pense qu'on fera un projet un peu débile comme ça tous les 2 ans, voilà. Sinon on va vieillir très vite. Hein. Voilà. Que vous dire de plus donc ouais, juste... On a encore le temps, hein. Ouais, non, parce que c'est vraiment la version digest, là. D'accord. Non, mais surtout, on n'est que 2, alors que là, il y a les 4 bavards la dernière fois. Oui. Là, il n'y a que toi qui apparaît. Ouais, il y a des gens qui... Oui, j'ai deux remarques. La première qui concerne... tu parles du contexte de la naissance de Bifrost. Oui. Tu disais que s'il n'y avait pas eu le projet Galaxy... fait, à mon avis, tu aurais eu tort. Je suis de la génération de Jean-Daniel Breck, et humble lecteur que je suis, moi, le choc, c'était la disparition de Fiction. Fiction, c'était ma Bible. Oui. À partir du moment où Fiction n'était plus là, il y avait le créneau. La deuxième chose qui me frappe chez les acteurs de la série de ta génération, on peut citer les acteurs des sites web aussi, c'est le respect des textes. Il y a c'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours chez les éditeurs d'avant. Il y a des exceptions notables. Tu parles de Chambon, je pourrais citer Gérard Klein, oui, bien sûr. qui est aussi une école de rigueur. Mais moi je pense que ça m'a frappé, quoi, parce que dans le passé, on parlait de collections défuntes. Mais même pour le choix polar, où là c'était. Mais tu sais, ça, je pense que ça vient du fait. Alors moi, je parle pour moi, donc je peux parler pour l'ensemble de ma génération, quoi. Mais moi, j'ai pas. Enfin, c'est un peu candide que de dire ça, mais moi, j'ai toujours considéré la SF pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la littérature. Pas comme un genre. C'est de la littérature. Non, mais vraiment. Tu te marres, mais le fait est. Et je pense que c'est signifiant parce que les éditeurs de groupe, moi ma femme a dirigé Pocket SF pendant 10 ans. Donc la manière dont ça se passe dans les groupes éditoriaux, je l'ai vécu de l'intérieur. Hein. Eux, c'est du genre, ça il n'y a pas de doute. Donc c'est avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est du sous quelque chose. Enfin, donc quand je te dis, moi je considère pas ça comme du genre, bien sûr que je sais que c'est un genre, mais c'est ça n'a pas il n'y a pas de gradation, si tu veux, quoi. C'est d'où le respect du texte, d'où l'absence de contingence de taille, on s'en fout. Je pense au Fleuve Noir, toi, qui a imposé des formats de texte, etc. D'où l'absence d'idée que ça doit rentrer dans une boîte conçue pour. Voilà. Donc je pense que ça vient de là, mais je peux me tromper, mais en tout cas, moi, pour nous, c'est ça. Ça c'est sûr. Parce qu'en fait, je pense que c'est une vague de fond qui a commencé à toucher le monde de l'édition dans le domaine du polar avec le travail de François Guéry dans les années 70. Parce qu'il a fait un livre d'entretien il y a 1 ou 2 ans qui s'appelle Du polar, où il raconte exactement comment il a pris conscience, grâce à ses traducteurs, qui dit « Ah, c'est génial, de Gallimard, la série noire, a laissé échapper tout le catalogue de, je ne sais plus, c'était Jim Thompson, etc. Je vais le rééditer. » Et le traducteur, il va falloir que tu refasses. Hein. Tu vas voir, il y a des dégâts, quoi. Et effectivement, c'est là qu'il a pris conscience, notamment lorsqu'il y a une traductrice très connue qui a beaucoup traduit de science-fiction pour J'ai lu, qui est venue le trouver en disant oh, « je veux travailler avec vous ». Donc il lui donne un bouquin, et quand elle lui rend le bouquin, ça ne ressemblait plus à rien. Il dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Ben, j'ai fait les passages psychologiques, c'est comme ça qu'on fait. C'était les consignes de la série noire. Bon, là, il s'est rendu compte de l'étendue des dégâts, et petit à petit, il a fait le travail que, donc, comme on disait Jacques Chambon et même Gérard Klein, quand il rééditait des bouquins en ailleurs et demain classiques, et parce que c'était paru, il le disait, le premier qu'il a refait faire la traduction, c'est le Mark Weisinger.
Non, le Fritz Werfel, l'étoile de ceux qui ne sont pas nés. Le Limbo, il ne savait pas que la traduction était coupée. C'est pour ça que, ça ressort maintenant. Bon. Et il y a un respect des textes dits populaires, dits de genre, qui commence à monter. Plus tout le travail, je crois que Jacques Boudou y a été associé, tout le travail de réédition, traduction restaurée d'Agatha Christie, qui a été fait dans les années 90. C'est un travail de longue haleine. On ne l'a pas parlé, parce que dans le milieu de la SF, on n'est pas très au courant, mais c'est un fait, quoi. Et bon, et pour faire une petite pique méchante, ce que disait Olivier sur la perception des genres chez les grands groupes, il n'y a qu'à voir certains auteurs d'horreur américains mondialement connus et cette traductrice actuelle. Hein. Je veux dire, ils ne prennent pas ça au sérieux, les éditeurs. Oui, juste une question. Vous disiez que vous aviez lancé Bifrost sur le constat qu'il y avait un manque. Moi, je considère que plus il y a de restaurants dans une rue, plus les gens vont au restaurant. Moi, je lisais Galaxy, je lisais Bifrost. J'étais super content qu'il y ait eu plus de revues. Avant, il n'y en avait plus. Comment vous avez vécu cette cohabitation et est-ce que ça vous manque pas justement d'être un peu le seul comme ça ? Au début, alors d'abord pour être... Faire attention à ce que tu dis. Pour être tout je parle de l'ancienne... Oui, bien sûr. Pour être tout à fait juste, ça je ne le savais pas bien non plus au moment où on a lancé Bifrost, mais il y avait Francis Valéry qui faisait aussi une revue qui s'appelait Cyber Dreams. Donc finalement, au moment où Bifrost est arrivé, il y avait 3 revues en définitive. Et puis Ténèbres. Et puis Ténèbres, etc. Mais c'est vrai que moi, dans mon esprit, si tu veux, moi j'ai fait Bifrost initialement pour moi. Vraiment quoi. C'est... voilà, j'étais jeune auteur débutant, je me suis dit, voilà, il faut qu'on cristallise... Enfin, j'arrive pas à être publié. J'ai pas fait Bifrost pour me publier. Hein. Mais je me suis dit, je suis pas le seul dans ce cas-là. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres auteurs qui cherchent un espace éditorial. Il faut proposer ça. Alors j'avais pas bien compris en faisant ça que moi du coup j'écrirais plus jamais une fiction de ma vie, hein, parce que voilà, ça c'était pas prévu. Quoi. Et parce que ça m'a complètement aspiré. Donc après le fait de découvrir finalement qu'on était plusieurs, moi à la base je trouvais ça très bien, au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le regrette un peu, très clairement, parce qu'en effet, il y a grosso modo plus que nous, sans faire injure à Galaxy, nouvelle version, mais et je parle même pas de la qualité, parce que très honnêtement, moi, je la lis que de manière parcellaire, donc je ne prononcerai pas là-dessus, mais on ne la voit pas, on la trouve pas, donc par définition, elle n'existe pas. Tu peux t'abonner, tu peux éventuellement voir des trucs sur internet, mais quand tu vas en librairie, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que moi ça je le déplore clairement. Enfin, tu vois, moi je faisais le constat, là, dans le prochain numéro de Bifrost, on en parlait ce midi, on publie une nouvelle d'Elisabeth Baird. Et toi je regarde un peu sur internet, Baird, j'avais lu il y a très longtemps quelques textes d'elle qui m'avaient pas retourné, mais bon, du coup je regarde parce que là on publie vraiment une nouvelle géniale qui a un prix Hugo, etc. Et toi je vais sur ISFDB, je vais sur Noosphère et tout, et je m'aperçois que cette nana qui est née en 71, qui a publié quasiment 30 romans, 2 recueils, 90 nouvelles, il n'y a pas un texte d'elle en français, pas un, il n'y a rien. Et c'est là où tu te dis, toi Bifrost ça suffit pas, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, toi, donc là, dans le prochain Bifrost, il y aura la première nouvelle d'un auteur qui a 2 ou 3 prix Hugo, toi, un Théodore Turgeon, qui a 30 bouquins derrière, c'est pas normal. Enfin, donc non, enfin, je suis pas du tout satisfait du fait qu'effectivement il n'y ait que Bifrost, quoi. Alors après, bon, les absents ont toujours tort, donc on va pas en parler dans le détail maintenant, mais c'est vrai qu'humainement ça a été un petit peu compliqué. Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que à l'époque où on a lancé Galaxy, puisque je faisais partie de l'équipe de Galaxy, mon rôle avec Pierre Carré, puis après, Pierre Carré a eu des problèmes de santé, il a un peu laissé tomber, je me suis retrouvé tout seul. Mon rôle, c'était de défricher le domaine anglo-saxon, c'est-à-dire que je savais que je m'intéressais toujours aux gens, je savais quels étaient les auteurs importants, qu'il fallait les voir, mais je lisais tous les mois Asimov, Interzone, FNSF, et j'achetais tous les ans les anthologies de Best of.
Et bon, de temps en temps, j'entendais parler de nouvelles parues dans Analogue. Ça représente un travail monstrueux. Et ce qui explique qu'au bout de 5 ou 6 ans, j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté, quoi. Donc il faut être vraiment dévoué. Hein, donc c'est très bien que... Et le problème, c'est que j'étais seul à faire ça. Donc s'il y a quelqu'un comme Pierre-Paul qui repère des trucs, si tu as des conseillers qui disent tiens, j'ai lu ça, tout à l'heure je discutais avec David, le force de Vulcain, David Mevelman, je crois. Il me dit je suis en train de lire un bouquin de SF japonais, j'en ai parlé à Erwan. Donc tu vois, l'information se transmet, ça va peut-être déboucher sur quelque chose. Bon. Mais c'est très très bien. Mais quand on est tout seul, c'est un travail énorme. Donc moi j'ai sûrement laissé passer Elisabeth Beer, puisque bon, c'était quand même il y a à peu près au moment où elle a débuté. Bon, j'ai laissé passer plein de gens. J'ai aussi encouragé à publier des gens qui après sont devenus beaucoup plus connus, quoi. Bon, Pierre, qui avait des goûts complémentaires aux miens, il est allé trouver dans d'autres directions. Bon. Mais c'est un travail énorme. Donc c'est un travail qu'il faut faire à plusieurs, il faut une équipe, quoi. Il y a un matériau, enfin, il y a... énorme ce qui est publié aux États-Unis. Il y a des choses vraiment intéressantes. Là, nous, ce qu'on fait sur 1 heure lumière, typiquement, donc là, 1 heure lumière, on en fait 5, 6 par an. Très franchement, on pourrait en faire 12 et faire ça pendant 20 ans, qu'on n'aurait pas épuisé le filon. Bravo, très révélateur. Il va y avoir, c'est ici qu'a lieu le vote demain. Trop tard, c'est dans la boîte. Oh la vache. C'est à côté qu'a lieu le vote demain. Et, à côté. Là, ça y est, il commence à monter. C'est les Hauts-de-Seine qui font ça. Et oui, oui c'est ça, absolument. Et sur les nouvelles, enfin, voilà, c'est la même chose évidemment. Enfin, donc il y a énormément de choses à faire. C'est pas, enfin nous on fait quelques recueils par an, on fait Bifrost, mais voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas, quoi, évidemment. Alors quand tu m'as parlé du projet 1 heure lumière, donc puisque bon, j'ai traduit un des 4 premiers volumes, donc tout de suite j'ai découvert ce que c'était. Le premier réflexe, je suis allé sur la page du prix Hugo Novella Wikipédia. Je dis Dorian, qu'est-ce qui reste à traduire là-dedans? Oh putain. Ne serait-ce que là-dedans, d'ailleurs il y en aura un bientôt, on l'a reconnu, hein. Mais il y a des choses à redécouvrir. Et c'est extraordinaire. Moi, ça m'a rappelé un peu, toute proportion gardée à notre registre, l'extase, le ravissement qu'on avait dans les années 90, quand Alain Dorémieux, aidé par Pierre-Paul et moi-même, on lançait Territoire de l'inquiétude. Je veux dire, on découvrait un domaine qui avait été ignoré de l'édition française, mais quasiment depuis sa naissance en Amérique, c'est-à-dire le domaine de l'horreur. Et là, on pouvait se permettre, on prenait que le meilleur. Mais bon, c'est monstrueux tout ce qu'on manque. Beaucoup de choses. Mais bon, je veux dire, il y a aussi des questions de milieu écologique, des questions de volonté, etc. Oui, bon, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous a retenu longtemps, moi, mon boulot, c'est aussi l'aspect économique, hein, évidemment. C'est vrai que les choix des textes, le travail avec les traducteurs, etc., ça c'est la partie plaisir, quoi. Mais il y a des choses techniques. Typiquement sur 1 heure lumière, moi, ce qui m'embêtait économiquement, c'est que c'est des livres qu'on ne peut pas rétrocéder en poche. Parce que par définition, c'est déjà du poche, c'est des textes courts, etc. Donc ils sont voués, en tout cas à court terme, à une seule exploitation au sein du Bélial. Donc en termes de rentabilité, pour nous, même si c'est des livres courts, il faut quand même les traduire, parce que c'est souvent des textes étrangers, c'est quand même un véritable enjeu. Il y a un vrai pari financier derrière, du fait qu'on se coupe du poche, typiquement. Donc c'est aussi pour ça que on a beaucoup tourné autour de ce projet. Mais intuitivement, je me suis dit aussi que, et ça c'est un truc qui est venu de mon fils, c'est aussi, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais je m'aperçois que